Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle partie de jeu de rôle en solitaire. Je vais jouer tout seul, je vais m'appuyer sur des outils pour générer un petit peu le travail de MJ et je vais pouvoir découvrir un nouveau jeu de rôle que je n'ai jamais essayé ni en tant que PJ ni en tant que MJ, c'est City of Mist, un jeu de rôle édité en français par les Barbu Inc. Et je vais jouer le personnage de Daredevil, je vais jouer le super-héros Marvel niveau street level comme on dit. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est rapidement? City of Mist, c'est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse avec des mécaniques un peu spéciales qu'on va découvrir ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que je veux le tester en solo, parce que je veux m'approprier ces mécaniques très spéciales, ces manœuvres qui permettent d'avoir beaucoup de richesse dans les possibilités de jeu. Et comme je sens que le jeu est très riche et que j'ai besoin un petit peu de me faire la main dessus avant de le proposer comme MJ, eh ben je vais faire une partie en solitaire. Alors pourquoi aussi jouer Daredevil? Non seulement c'est le meilleur personnage de chez Marvel, mais en plus ça me permet de jouer dans un univers un peu connu, celui de au niveau de la rue, le street level de Marvel, qu'on peut connaître grâce aux séries, par exemple, et aux comics, mais également de jouer un personnage prétiré, en fait, parce que le personnage que je jouais de Daredevil, hop, je vais changer de caméra, vous allez voir, voilà. Le personnage de Daredevil, en fait, il est en anglais, pourquoi? Parce que c'est l'éditeur du jeu, anglais officiel du jeu, qui a créé sa fiche, en fait, au moment du financement participatif. En gros, voilà, la série cartonnée à ce moment-là, vous voulez jouer Matt Murdock, voilà un petit peu la fiche de Matt Murdock. On joue à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen, qui est gangréné par la pègre, les mafias, le crime et l'injustice. Je vais pas faire forcément intervenir des méchants de l'univers Marvel, je pense que je vais partir même sur totalement autre chose, pour le plaisir. J'ai pas prévu de scénario, parce que c'est un jeu de rôle en solo. J'ai une petite piste d'accroche, et après je me laisserai un petit peu guider par mon imagination, les rebondissements, et les jets de dés en fait. Et dès que j'aurai besoin d'avoir un peu de surprise, suite à un jet de dés, j'utiliserai ce qu'on appelle les tables aléatoires. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur, les 3 vidéos que j'ai fait sur le jeu de rôle en solitaire, plus toute la campagne de Iron Sworn, parce que voilà, c'est là que j'ai testé pour la première fois. Je reviendrai pas trop sur les mécaniques du jeu de rôle en solitaire. Allez voir les vidéos, elles durent pas très longtemps, et revenez ensuite ici, quand vous avez vu notamment les 2 premières qui présentent les outils et les mécanismes du jeu de rôle en solitaire. Rapidement, qu'est-ce que je vais utiliser du coup comme outil? Déjà le système PBTA avec les manœuvres du PBTA qui sont ici. On en reparlera quand on en aura besoin. Je vais utiliser Tabletop Audio pour la petite ambiance là. Pour l'instant elle est pas très forte mais je la montrerai après l'introduction. Et je vais utiliser Chartopia, qui est un site où on peut tirer au sort des tables aléatoires tout simplement quoi, pour avoir des rebondissements, des choses comme ça. Également je vais utiliser sur mon téléphone portable les amis, je vais utiliser quelque chose que vous connaissez bien, je pense si vous avez vu les vidéos, c'est hop, on va cacher l'adresse internet, c'est Musée Oracle, qui sont en fait des cartes avec plein de choses aléatoires dessus, des lieux, des verbes, des actions, des résultats, des apparences, des motivations, des traits, des secrets, etc. Voilà. Et dès qu'on clique dessus, vous voyez, on change de carte et ça permet comme ça de prendre des mots pour avoir de l'inspiration pour les rebondissements. Voilà. Eh ben, je vous propose qu'on commence. Il y aura certainement des coupures parce que je vais faire du montage pour rendre ça un peu plus dynamique, les amis. Mais après ces 4 petites minutes d'introduction, on va pouvoir se lancer. Je vais donc jouer Matt Murdock, qui est avocat et qui travaille au cabinet d'avocats Nelson et Murdock, du coup, dont le père est décédé suite à un match de boxe qu'il n'a pas voulu truquer, n'a pas voulu se coucher. Il a été assassiné pour cela, dont la mère a disparu quand il était assez jeune, et Matt Murdock, je veux dire un citoyen ordinaire, sauf que, 2 petits trucs à retenir sur Matt Murdock, si vous connaissez pas, il est aveugle suite à un accident de produits chimiques qui se sont déversés dans ses yeux quand il était petit, mais ces produits chimiques qui lui ont détruit la vue ont fait que ses autres sens sont totalement décuplés. C'est-à-dire que voilà, il va voir à travers ses autres sens, ce qui fait que il simule le fait d'être enfin il est vraiment aveugle, mais il simule le fait de ne rien voir pour se déplacer, etc. dans la vraie vie, mais en réalité il est tout à fait capable de se déplacer sans canne, sans rien quoi, parce que il peut sentir les choses, les mouvements, il sent les vibrations, il sent les cœurs, il entend à très longue distance, il a le toucher surdéveloppé, les timbres, etc. Ce qui fait il peut se déplacer même mieux que moi-même, malgré le fait qu'il soit aveugle, malgré sa cécité. Du coup, il a décidé d'endosser le costume de super-héros. Il va être renommé par le quartier Daredevil, d'accord, en gros celui on va dire en gros le casse-cou, mais c'est celui qui défie le diable en fait, voilà. Je propose qu'on commence la partie de jeu de rôle comme ça, et puis on improvisera au fur et à mesure. J'avais une idée de première scène,
Donc je vais partir de là et après je déroulerai un fil et on verra ce qui va se passer. On commence. Dans le cabinet de Nelson et Murdoch, alors que Matt, mon personnage, Matthew, et Foggy, son meilleur ami, s'apprêtaient à quitter le cabinet pour la soirée, le téléphone se met à sonner. Le cabinet était déjà plongé dans le noir. Matthew, moi, j'avais, on va dire je, plutôt ce sera plus simple. J'avais fermé la porte de mon bureau et Foggy est en train d'éteindre ses lumières de son côté. On s'apprêtait à fermer les fenêtres, ça vous entendez les voitures actuellement, dans l'ambiance studio, quand le téléphone s'est mis à sonner. La police nous demande de venir au poste, la police au commissariat de Hell's Kitchen, pour d'être des avocats de commis d'office pour une femme qui est arrivée paniquée au poste et qui annonce que son avocat a été assassiné. On va déjà nous dire qu'en fait il y a un meurtre, c'est une femme qui a assisté à un meurtre à la nuit, je veux dire ça, et on apprendra sur place que c'est son avocat qui a été assassiné. Foggy et moi allons donc nous diriger vers le commissariat pour prendre cette affaire et rencontrer cette femme, Maria Pascal, qui va donc nous attendre dans une... c'est pas une cellule, vous savez, mais c'est ces pièces où on met les témoins, où on met les accusés. Alors évidemment, elle n'est pas menottée. Quand nous arrivons, l'agent de police nous accueille, nous dit qu'elle est là-bas, nous amène vers elle. Le commissariat est quand même en assez grande effervescence. Malgré l'heure tardive, il doit peut-être être 23h, 22h, 23h, 23h le temps d'arriver. Et c'est le Kitchen, hein, donc on sait que c'est même la nuit que le téléphone sonne le plus au commissariat par rapport au jour. Je sens que il y a une tension, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Je m'adresse donc à l'officier. Je me déplace avec mon bâton, hein, ma lunette rouge. Je suis même accroché au bras de Foggy. Foggy d'ailleurs me tient le bras pour m'aider à bouger parce que Foggy ne sait pas que je suis Daredevil. On est dans une bulle où Foggy ne le sait pas encore. Et il pense du coup que je suis véritablement, enfin, que je ne peux pas me diriger, je ne peux pas voir correctement, donc il essaye de m'aider. Il a le cœur sur la main, ce Foggy. J'ose pas lui dire parce que j'ai peur de sa réaction quand il apprendra que je suis Daredevil, surtout les actions que je commets, hein. Il risque de ne pas apprécier cette révélation. Et je m'adresse du coup à l'officier et je lui demande, officier, quelle est la personne qui a été tuée? Je sens une hésitation auprès de lui. Je sens son cœur s'accélérer, son pouce s'accélérer. Et il nous dit... On va prendre un générateur. Samuel Aman. Donc c'est Samuel Aman. Samuel Aman. Victime. Donc j'ai dit Maria Pascal. Témoin. Voilà. Et donc l'officier nous dit, c'est Samuel Aman, son précédent avocat. Et là, il y a un moment d'arrêt parce qu'il se demande si on va pas partir en courant quand on va savoir ça. Je sens Foggy s'arrêter et la pression sur mon bras augmenter. Et je sais qu'il se retourne vers moi là. Je fais un petit de la bouche, vous savez là, une petite moue de la bouche. Mais je reste intrigué par cette histoire, par ce qui se passe. Et je vais glisser à l'officier, bien. Si vous avez de nouveaux corps ce soir, vous saurez que c'est nous. Et je tâtonne, je fais semblant de tâtonner pour trouver la poignée et ouvrir la porte. Je rentre à l'intérieur avec Foggy. Foggy fait un petit trait d'humour nerveux derrière moi, auquel je ne prête pas attention, parce qu'en entrant dans la pièce, j'essaye d'analyser ce que je sens. Est-ce que c'est un bon moment pour faire déjà une manœuvre ou pas encore peut-être, parce que vu que j'ai des sens surhumains, ça pourrait être intéressant peut-être que je fasse une manœuvre d'enquêter. Déjà, je vais sentir le parfum, je vais écouter le cœur du témoin, je vais entendre sa respiration, je vais sentir si elle est stressée, etc. C'est des questions que je vais pouvoir poser. Je vais donc faire un jet d'enquêter, donc 2d6 plus puissance. Donc ma puissance, elle va se calculer, je suis les beau,
Et c'est beau, Charlie. Ma puissance est calculée par rapport au nombre de tags, de traits que je vais pouvoir activer dans cette scène. Je peux sentir les plus fins détails, donc ça me donnera déjà plus 1. Le reste, non. Le reste, ça ici, non. Je connaissais plein. Fear the Weapon, non. Martial Arts, non. Non. Donc je vais donc lancer 2d6 plus 1 parce que j'ai qu'une seule... Je n'ai qu'un seul tag qui s'applique dans cette situation. Les amis, si je rate beaucoup à gauche, c'est parce que à gauche, en fait, j'ai le retour d'enregistrement et je vais vérifier que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Ou alors dites-vous que je suis aveugle comme Matt Murdock, je fais un cosplay de Matt Murdock et c'est pour ça que je rate toujours à côté. Allez, 2d6, un dé de Knight, un dé de l'Empire des Cerisiers. On est parti. Alors, j'ai un 6 et un 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Et ben, on commence très très bien, du coup, ce premier jet, parce que 10, c'est une réussite forte, une réussite totale. Et, en cas de réussite, vous obtenez un nombre d'indices équivalent à votre puissance. Donc, je vais avoir un indice. Ça, c'est dommage, alors, on fait un si bon jet pour un seul indice. Ça marche comme ça, en fait. Je vais avoir un nombre d'indices égal à ma puissance, mais, comme j'ai fait 10 ou plus, je ne vais pas avoir de contrepartie ici. Vous voyez, ces contreparties-là, elles apparaissent que si je fais un 7-9. On devrait se mitiger. Donc, j'aurai pas de contrepartie. Je vais pouvoir poser une question. Je vais poser une question et la réponse, je vais la tirer sur Musée Oracle, en fait. Vous savez qu'il y a des noms, mais, oui, etc. Alors, quand je rentre dans la pièce, la question que je vais poser, c'est: cette personne est-elle stressée? Parce que peut-être que, si c'est un coup monté, etc., ou plutôt, est-ce que cette personne a peur? Je vais poser cette question comme ça. Est-ce que cette personne a peur? Je tire une carte. Non. Non, mais. Non, mais. Donc, non, elle n'a pas peur. Mais. Alors, j'ai tiré un mot. Alors. Pareil, hein, hop, je prends une nouvelle carte et je vais regarder un mot. Qu'est-ce qui pourrait non, mais, journaliste? Est-ce que ce serait journaliste, par exemple? Courage. J'aime bien le courage. Non, mais je sens qu'elle maîtrise, en fait. Je sens que elle n'a pas peur, je ne ressens pas la peur, mais je sens son stress. Voilà. Je vais le transformer comme ça. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, mais elle est stressée. C'est une personne courageuse. Vous voyez le principe du solo, les amis? Ça, c'est pas quelque chose que j'aurais dit, moi, naturellement, j'aurais dit oui, elle a peur. Eh ben non, le système solo, les oracles, me permettent, en fait, de faire quelque chose que je n'aurais pas fait moi, tout seul, et tout ça, là, ça a été généré, du coup, par l'interprétation des oracles. Donc, je sens qu'elle n'a pas peur, mais je la sens stressée. Je sens, du coup, c'est une personne courageuse. J'ai pas l'impression que... Pour l'instant, j'ai peut-être pas l'impression qu'elle nous ment, ça pourrait être le cas. Peut-être, je le ferai avec un jet d'enquêter, un nouveau jet d'enquêter pour des questions. Mais je sens peut-être pas qu'elle sera là, en tout cas, pour nous avoir. Je rentre dans la pièce, je prends le temps, du coup, d'écouter, sentir, etc. Ce qui fait que c'est Foggy qui va prendre la parole, mon comparse, qui va lui dire... Comment ça s'appelle déjà, Mademoiselle Pascal? Mademoiselle Pascal, je suis Franklin Nelson et voici Matthew Murdock du cabinet Nelson et Murdock et nous serons vos avocats commis d'office. Je reste debout. Je vais attendre que Foggy s'assoie et qu'il me tire la chaise. Et je vais naturellement essayer de réconforter un peu la victime. C'est un peu un rôle où je suis assez bon parce que comme je sens, j'arrive à deviner les émotions par rapport au battement de cœur, à la respiration, à l'attitude. J'arrive à savoir dans quel état précis se trouvent souvent les personnes. Et en allant m'asseoir, je vais lui dire, Mademoiselle Pascal, nous pouvons vous assurer que vous êtes en sécurité ici, ne vous arrivera rien, nous ferons tout notre possible pour vérifier pour nous assurer que vous n'ayez pas de problème. De ce que nous avons compris, vous n'êtes pas accusé de meurtre. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Maria Pascal va nous dire qu'elle a été témoin du meurtre de son avocat. Je vais tout de même faire un jet d'enquêter. Pourquoi? Parce que Maria Pascal nous dit qu'elle a été témoin du meurtre de son avocat. Et du coup, elle va un peu refuser d'avoir de nouveaux avocats. Elle va dire non, je n'ai pas demandé d'avocat. J'ai été témoin je l'ai vu mourir, devant moi, ils l'ont attrapé dans la rue, ils l'ont étranglé. Monsieur Hamann était mon avocat et
Et moi, j'ai pu m'enfuir, mais je l'ai vu, ils l'ont étranglé, ils l'ont laissé sur la rue, et ses yeux étaient injectés de sang, exorbités. J'ai pris la fuite, j'ai eu peur qu'ils me poursuivent. Je crois que je ne serai en sécurité nulle part, et je vous mets tous en danger en étant ici. Vous allez tous être en danger à cause de moi. Voilà, oui. Un petit peu l'idée, elle va penser que si elle nous côtoie, on va mourir nous aussi en fait. Donc elle ne va pas souhaiter nous parler. Mademoiselle Pascal, nous pouvons vous assurer que nous savons nous protéger et nous pouvons compter sur les forces de police de la ville si nous ne risquons rien. Et si nous mettons la main rapidement sur ces personnes qui ont tué un de nos confrères, nous serons tous en sécurité plus vite. Je vais donc faire un jet d'enquêter pour essayer d'avoir des indices sur ce qui s'est passé. Je vais activer du coup des traits sur ce jet d'enquêter. Je vais toujours activer mes sens augmentés qui me permettent d'écouter le cœur, la respiration, etc. Pour voir si une personne ment, si elle me dit pas tout, donc pour relancer. Mais en gros, je vais faire mon Mac Murdoch là. Qu'est-ce que vous nous dites pas, mademoiselle Pascal? Dites-nous tout. Avec ma canne dans la main. Par contre, cette fois, je vais activer également la loi de mon côté. Parce que on va se passer derrière la loi, en fait. C'est qu'elle doit avoir des avocats commis d'office pour la protéger, surtout s'il y a meurtre. On fera tout notre pouvoir pour la tirer de ce mauvais pas. Et en tout cas, on fera aussi en sorte qu'elle ne soit pas in charge, qu'elle soit pas inculpée, on va dire, voilà. Je pense que je peux aussi activer Foddy Nelson, parce que Foddy va m'aider dans cette tâche. Foddy est quelqu'un aussi de assez empathique, gentil, à qui on donne le bon Dieu sans confession. Donc je pense que Foddy Nelson va m'aider dans cette tâche. Il va m'apporter son aide. Donc je dirais 1, 2, 3. Là, vous voyez pourquoi mon jet est différent par rapport à tout à l'heure. Alors vous allez me dire, mais c'est aussi un jet d'enquêter. Oui, mais là, c'est un jet d'enquêter où on parle, on utilise la loi, j'utilise mon acolyte, c'est pas un jet d'enquêter où je rentre dans la pièce et j'essaie de sentir ce qui se passe. Donc du coup, c'est un jet d'enquêter où je vais avoir un peu plus de puissance. Donc 2d6 plus puissance. Alors, 4 et un 5 et 3, 8 du coup. Donc 5 plus 3, 8. Donc c'est pas c'est un 7-9, donc c'est une réussite mitigée. Je vais gagner autant d'indices que j'ai de puissance. Donc je vais avoir 3 indices. Donc 3 questions à poser auxquelles elle pourra répondre si évidemment elle sait. D'accord? J'aurai une réponse honnête, une piste solide si jamais le PNJ bien sûr est au courant. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Cependant, il va y avoir une contrepartie. Votre enquête vous expose au danger. Les indices sont vagues, morcelés ou cachent une part de mensonge. La personne ou la chose que vous avez imposée peut vous poser à votre tour. Les conditions de réponse s'appliquent à vous. Je serai plus sur indices vagues et morcelés ou enquête expose au danger. Ça pourrait être sympa aussi, l'enquête qui expose au danger. Ça permettrait d'avoir peut-être une petite scène d'action, quelque chose comme ça, quoi. Mais je vais plutôt rester sur indice vague et morcelé pour l'instant, dans le sens où elle nous fait pas confiance, et comme dit, elle était un peu sur cette idée, Maria, que si elle nous parle, elle va nous mettre en danger. Donc Maria, déjà, je vais lui demander, Maria, dites-nous dans quoi vous travaillez, et où est-ce que vous avez rencontré Monsieur Haman, c'est ça? Monsieur Haman, pourquoi avez-vous eu besoin de ses services? Hop, je vais tirer une carte. Bouchère, une bouchère. Hein. Une bouchère. Oui. Oui, pourquoi pas, tout à fait. À la limite, je peux dire qu'elle tient un restaurant, à la limite. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que ouais, sur ma carte, il y a écrit... Hop, on va peut-être pas... Voilà, boucher. Donc pourquoi pas, boucher, j'imagine, ouais, voilà. Elle tient un restaurant, elle est restauratrice. Hein. Elle possède un restaurant. Elle possède un restaurant. Maria, et c'est dans ces conditions qu'elle a fait appel à un avocat. Elle va me répondre qu'elle a fait appel à Monsieur Haman parce que elle était... Non, elle va pas dire menacée. Non, justement, c'est un mot qu'elle ne dira pas, parce que les informations sont vagues. En fait, Maria, nous on le sait, mais nos personnages ne savent pas encore, en fait, Maria est menacée par, vous savez, ces gangs qui... demande protection contre de l'argent, vous savez, qui vous oblige à prendre une protection contre de l'argent. Elle va nous dire qu'elle a recruté Monsieur Haman parce qu'il y a, vous savez, il y a tellement de problèmes dans la gestion d'un restaurant. Il faut
Il y a toujours des gens qui viennent saccager. Voilà, j'ai ma devanture qui a été abîmée. J'ai dû porter plainte contre X. Et pour toutes ces démarches pour me protéger, j'ai eu affaire à un avocat connu de ma famille ou du quartier. Effectivement, Monsieur Hamann, j'ai peut-être pu, moi, Matt Murdock, entendu parler de lui. Troisième indice, donc ça c'était l'information morcelée ou vague ou avec une part de mensonge. Dans le sens où elle l'a vraiment pris pour se protéger, mais plus à cause des menaces, pas forcément parce que il y a juste sa devanture qui a été abîmée par des jeunes, pour en dire. Troisième indice, qui a tué Monsieur Hamann? Ah, j'ai un rebondissement. Quand je tire ma carte, je suis tombé sur un rebondissement. C'est intéressant, ça. Alors, la carte dit que l'objet recherché réapparaît. Ok. J'ai une idée par rapport à l'objet qui réapparaît. Vous allez voir, on va rigoler. D'abord, qui l'a tué? Donc, c'était un homme. C'était deux hommes. Ils ont garde du corps, collier. Froid et humide. Donc, elle va dire ils étaient deux hommes, ils ont surgi de nulle part. Ils étaient dans une ruelle, on les a pas vus sortir. On pensait qu'on était à l'abri, là on s'était mis pour discuter. Ils ont surgi de nulle part. Ils avaient des longs manteaux qui remontaient juste ici et une capuche, peut-être même des cirés en fait. Vous savez comme ces agents de sécurité, ils ont dans les stades ou dans les concerts. L'homme qui m'a poussé et qui a saisi Monsieur Hamann, Maître Hamann à la gorge. Tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'il avait un collier. Il avait un collier avec un symbole assez étrange, je ne saurais pas le reconnaître. Et je crois qu'il avait des cheveux, vous savez, une barbe qui commençait ici, en fait, juste là. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous en... Je n'en sais pas plus. Avez-vous dit à la police où se trouvait le corps de Monsieur Hamann? Oui, dès que je suis arrivé ici, je leur ai dit où se trouvait le corps. Je leur ai tout dit, tout comme vous. Désolé, je n'en sais pas plus. Et il faisait si sombre et je vois qu'elle commence à trembler au niveau des mains. Effectivement, donc voilà, un peu le stress qui commence à la prendre. J'entends également son cœur qui bat vite. J'ai pas l'impression qu'elle mente en tout cas. Rapport à mon premier jet, j'ai pas l'impression qu'elle mente. Et c'est là que le rebondissement va apparaître. Vous savez, j'ai tiré un rebondissement sur la carte. Je peux choisir de l'ignorer parce que dans les PBTA, le rebondissement, c'est souvent sur les 6 moins qu'on les fait. Mais là, le rebondissement est sympa. L'objet réapparaît. C'est à ce moment-là où je commence à entendre avec mon ouïe surhumaine de l'agitation dans le commissariat. Je crois même entendre le nom de Monsieur Hamann. Je suis un peu interloqué et je me retourne juste avant que la porte ne s'ouvre. Et rentre dans la pièce un agent de police avec Samuel Hamann. Bien vivant. Alors, on s'arrête un petit peu. Foggy s'arrête. Il plisse les yeux et il dit Samuel, mais on vient de nous dire que tu étais mort. Je ne la vois pas, mais je sens que Maria Passal est dans l'incompréhension. Son cœur se met à battre encore plus vite. Je sens qu'elle s'est totalement arrêtée, en fait, là où elle tremblait un petit peu, elle bougeait ses jambes, elle s'est totalement arrêtée, figée, comme par terreur. Je ressens cette incompréhension qu'elle a. En tout cas, elle était persuadée qu'il était mort. Mais le voilà, bien vivant. Et il dit, je l'entends dire à côté de moi, ah, Franklin et Matthew, c'est ça? Nelson et Murdoch, les gentils samaritains de Hell's Kitchen. Vous pouvez y aller, je reprends avec ma cliente. Je m'arrête, j'ai un petit arrêt aussi, c'est notre... alors, c'est à présent notre cliente, elle nous a été commis suite à l'annonce de ton assassin, de votre assassinat, maître Hamann. Comme
Tu le vois, Murdoch, je suis bien vivant. Vous pouvez sortir à présent. Je dois discuter avec ma cliente de certains détails de cette soirée. En privé, je vous prie. Je me tourne vers Maria. La situation est un petit peu incongrue parce que c'est notre cliente, mais sauf qu'en fait son véritable avocat vient de réapparaître et censé être aussi l'homme qui est mort. Donc je me tourne vers elle, Madame Mademoiselle Pascal. J'ai dû me tromper, dit-elle. Pourtant j'étais près de vous et vous aviez les... Madame Pascal a besoin de repos, messieurs. J'aimerais m'entretenir avec elle et l'amener chez elle se reposer le plus vite possible. Merci en tout cas d'avoir pris soin d'elle le temps que ce petit malentendu soit levé. Je vais à nouveau enquêter. C'est comme tout à l'heure avec plus 1 seulement, pour essayer de sentir quelque chose dans la voix ou dans intonations, ou peut-être le stress de Samuel Hamann. J'ai fait 10. Quelle question je pourrais poser? Est-ce que j'entends... Est-ce que Samuel respire bien? S'il est censé avoir été étranglé. Est-ce que Samuel respire bien ou... Ouais, quelque chose comme ça. Est-ce que je sens quelque chose d'étrange dans sa respiration est-ce qu'il respire bien? Ouais, je vais dire ça. Est-ce comme ça? Est-ce que je sens quelque chose? Est-ce qu'il respire bien? Oui. Oui, il respire, mais je sens que sa trachée est écrasée, en fait. Et je sens qu'il a une écharpe, en fait, autour du cou. Ce qui fait qu'on ne voit pas qu'il a été étranglé. Et tout porte à croire qu'il a vraiment été étranglé. Et peut-être qu'en fait, je sens juste un tout petit filet d'air, si ce n'est même aucun, en fait. Et pour moi, il me semblerait logique qu'en fait, cet homme soit mort. Mais ce n'est pas possible, les morts ne reviennent pas à la vie. Ce n'est pas possible. Foggy a l'air totalement perdu par ce qui se passe. On nous appelle pour remplacer un avocat qui a été tué, et c'est le même avocat réapparaît. Voilà, plus grande surprise de la victime, en fait. Enfin, de la victime, du témoin. Donc effectivement, on est tous un petit peu interloqués. Surtout Foggy qui se dit, bon... c'est pas comme ça que j'imaginais finir ma nuit, mais surtout que, bon, on touchera rien. Tout ce déplacement pour rien. J'espère au moins qu'il... il s'arrête un officier qui passe. Vous n'auriez pas, tant qu'on est là, vous n'auriez pas une autre affaire sur laquelle on aurait besoin d'avocat, peut-être L'officier fait non de la tête. Sauf si vous savez arrêter un gang à vous tout seul. Dit-il en me regardant de haut en bas. Et Foggy dit très drôle, très spirituel envers un aveugle. On pourrait vous mettre un procès aux fesses pour ça! Il crie quand l'officier part. Allez, viens, Matt. Pour en est, la nuit ne fait que commencer. Je sais que Foggy veut nous emmener dans un bar, bien évidemment. Mais je vais faire un petit nom de latin. Non, je vais en profiter pour aller me reposer, Foggy, et tu ferais bien de faire de même. Voyons, Matt, mais où est passé ce Murdoch, capable de rester éveillé toute la nuit, de boire des litres et des litres d'alcool, sans même avoir besoin d'aller aux toilettes? Il a du travail, ce Murdoch, à présent, Foggy. On se retrouve demain au bureau. Attends, je t'appelle un taxi. Il m'appelle un taxi pour que je rentre. Il me met dans le taxi et je vais pouvoir rentrer chez moi, tout en réfléchissant à tout ça, parce que je suis assez surpris de la tournure des événements, et je suis persuadé que la respiration que j'ai entendue de Samuel Hamann n'est pas normale. Sa respiration n'est pas normale, je sentais bien sa trachée totalement écrasée, gonflée, suffisamment pour qu'il soit mort. Plus la victime qui était persuadée de sa mort. Je vais ressortir ce soir, sous une autre forme. Il est temps de mettre le costume du démon de Hell's Kitchen. On retrouve, après un fondu, on me retrouve sur les toits, habillé, en costume,
Vous voyez un petit peu le costume à la vieille époque, là. Vous savez pas encore le costume en cuir avec les cornes de diable. Et je vais me rendre à l'appartement de Samuel Hamann. Je vais essayer de m'y faufiler, discrètement. En passant par une fenêtre. En passant par les toits de Hell's Kitchen. Alors si vous utilisez vos capacités pour accomplir une action subtile ou discrète, donc par exemple rentrer discrètement dans son appartement, lancez des 6 plus puissance. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir activer pour ça? Sentir les détails les plus fins, je sens, limite on pourrait activer tout le temps, mais là ça me semble pas opportun. Dans le sens où c'est plutôt des espèces d'acrobatie, de discrétion, c'est pas est-ce qu'il est là, genre de machin. Non, ça on verra après. Tout ça non. Late night research, donc la recherche tard la nuit. Je vois plus ça pour faire des recherches sur des gens, etc. Donc pas pour sortir la nuit en fait. Par contre, I know this street, ça oui, ça s'active clairement. Et outstanding agility, ça aussi. Donc je vais lancer 2d6 plus 2. Alors, 6 et un 7, plus 2, 9. En cas de réussite, vous perdez toutes les personnes. Ah, ok, ça marche. Donc, sur un 9, j'arrive à m'insérer chez lui. Sur un 7-9, la situation se complique. Un Kidam vous remarque, mais ce faisant, ce n'est plus vraiment un Kidam, donc quelqu'un me voit. Je vais te dire qu'un Kidam m'a remarqué. Parce que j'aimerais bien une petite scène d'action. Je vais pas vous mentir, j'aimerais bien une petite scène d'action pour voir comment ça marche. Donc, je vais dire que, en fait, il y avait un guetteur. Et que le guetteur m'a vu, en fait. C'était un SDF, ce que j'ai pris pour un SDF en me disant il me prêtera peu d'importance, mais en fait non, ce SDF c'était en fait quelqu'un qui surveillait l'entrée. Donc je vais faire ma scène, et je considère qu'après peut-être on m'a vu. Je rentre chez Samuel Hamann, et je vais commencer à fouiller, donc c'est un nouveau jet d'enquêter, cette fois-ci. Qui ne va pas être, encore une fois, avec beaucoup Ah, est-ce que là, le Light Night Research pourrait marcher? Non, c'est vraiment le Late Night, je vais y arriver, hein. Recherche tard la nuit. Vraiment, je le vois... Comme voilà, on épluche des dossiers, quoi. Là, oui, à la limite, j'ai un petit peu épluché ces dossiers, en fait, parce que, grâce à mes sens de Daredevil, en passant la main sur l'encre, j'arrive à sentir les lettres, en fait. Donc, pourquoi pas? Non, c'est pas, non, c'est vraiment pas le, non, faut arrêter de tordre les traits. Je sais que dans City of Mist, le problème, c'est qu'on peut vite tordre les traits pour essayer d'avoir le plus de bonus possible, alors que non, il faut essayer de faire en sorte d'utiliser des traits très précis. Donc non, je vais juste sentir les détails les plus fins. C'est déjà très bien, hein, c'est déjà suffisamment, ça fait déjà suffisamment le café comme ça. 6 et un 7, eh ben c'est tout juste, hein, parce que sur un 6, c'était échec. Donc 6 et un 7, pour enquêter. Le jeu d'enquêter a l'air important dans le jeu. Je vais choisir comment l'enquête m'expose en danger. Tout simplement. Je vais avoir un indice. L'indice, ça va être sur quoi travaillait Monsieur Hamann avec Maria Pascal. Et en fouillant rapidement chez lui, je vais trouver, même pas très bien caché du tout, ce qui est un peu dangereux, hein, des documents. Mademoiselle Pascal dit être menacée par des frappes, par des gangs, par la mafia qui essaie de mettre la main mise sur une zone de Hell's Kitchen, en fait, et qui commence à demander des protections, en échange de venir tasser de l'argent. Je vais dire peut-être la mafia italienne. On va rester dans les tropes un petit peu, hein. De toute façon c'est City of Mist plus Daredevil, on va rester dans les tropes, vu qu'on a déjà eu la mafia japonaise, chinoise, russe, etc. On n'a pas les Italiens encore, donc je vais dire que c'est une mafia italienne qui essaie de remettre la main sur le quartier suite à l'échec de la mafia russe, grâce à mon intervention, à l'intervention de Daredevil. Ben, la mafia italienne essaye maintenant de s'étendre sur cette partie de New York. Et donc, vous savez, c'est le trope habituel, donc petit trafic évidemment, mais surtout menace contre protection. Et ce sera un certain Pietro qui était le fer de lance de tout ça. Mafia italienne fait du chantage à la protection de commerce. Alors pourquoi Pietro? Comment ça m'est venu? Parce que ça me fait penser à Piotir de Rêve de gloire en fait. Celui qui, c'est un PNJ qui menace les commerces justement
contre sa protection. Donc voilà, petit hommage à cette campagne de Brillandine. Donc voilà, je vais trouver des informations comme quoi Pietro du coup, un certain Pietro sert de relais. Il vient avec ses chiens et des fois ses hommes de main pour menacer les commerces des rues autour du magasin, enfin du restaurant pardon de Maria Pascal, et que Maria Pascal en fait elle a réussi à réunir des preuves parce que c'est dans son restaurant que parfois la mafia se réunit. La mafia utilise parfois son resto comme rendez-vous. Elle a appris, noté des choses compromettantes. Donc en fait, Maria Pascal, courageuse comme elle est, je le comprends avec les documents, qu'elle a pas mal peut-être d'enregistrements ou noté des choses sur la mafia italienne. Des conversations qu'elle a entendues dans son restaurant, quand il pensait qu'elle n'écoutait pas, ou qu'elle avait trop peur. Elle a pu simuler sa peur, etc. Mais Maria, elle avait l'idée d'arriver à peut-être faire tomber cette mafia pour se libérer d'eux, en fait. Parce que d'avoir la mafia qui pose ses quartiers dans son restaurant, c'est jamais bon signe. Hein. Évidemment, ça donne pas confiance au client. Et en plus de ça, d'ailleurs, il la taxe. Donc, Maria, elle avait l'idée que elle allait pouvoir utiliser tout ça pour se libérer. Et donc elle a fait appel à Samuel Amann, qui est un avocat ami de la famille, peut-être, pour essayer de la sortir de là, en fait. Et c'est sur ça que ils ont été adressés. Mais que lui, pas elle, hein, pour le coup. Que lui, pas elle. J'entends du bruit monter. Je tends l'oreille, et j'entends qu'on est en train de monter les escaliers et d'arriver dans le bureau de Samuel. J'essaye de prendre les documents avec moi, et de passer par la fenêtre. Et c'est là que je me rends compte que je suis attendu, que j'ai attiré l'attention, que je sais plus où c'était, je me suis exposé au danger. Je me retrouve sur vous savez, les fameuses échelles là à New York pour descendre, et trop concentré sur le bruit qui venait vers l'intérieur de la maison. Je n'ai pas entendu quelqu'un de très distrait, enfin des personnes très distraites qui sont descendues, qui sont montées par l'autre côté. Et quand je sors, je manque de me prendre un coup, je l'esquive au dernier moment, d'une personne qui m'attendait à l'extérieur de la fenêtre vers les sorties de secours, là, vous savez, qui descendent, et qui entament un combat avec moi. On va mettre un petit son d'action là, les amis. Hop. Et on va se lancer dans la bataille. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai pas de battle map, hein. Ça ressemble à Daredevil, du coup, qui s'accroche aux escaliers là qui descendent, vous savez, des bâtiments, avec un type au-dessus de lui, un type en dessous de lui, et le premier coup qui part, et on commence à s'échanger coup de pied, coup de poing, à la limite, et avec des et puis voilà. Alors comment ils sont armés? Je vais prendre un profil, hein, je vais chercher un profil de City of Mist, tout simplement. Hein. Porte-flingue, petite frappe. Je commence par petite frappe. Donc 2 petites frappes face à moi, pour l'instant. Les petites frappes, elles ont un seuil de blessure de 2. Ça veut dire que je dois leur mettre une étiquette à 2. Bon, on va en reparler, hein, quand on va faire le test. Pour en blesser une. Donc, il y en a un qui est au point américain. Il y en a un, ils sont tous les deux il y en a un qui est au point américain, l'autre il est au pistolet, on va dire. Celui qui est en face de moi est au point américain. Celui qui est au-dessus de moi, qui essaie peut-être de me couper la montée, pour pas que je passe par les toits, est au pistolet. On est dans une scène où c'est encore assez éclairé. Vous savez, on est dans ces cages d'escalier assez grandes. Peut-être avec une espèce une traversée, j'appelle ça un balcon, c'est pas un balcon, vous savez, une traversée vers plusieurs immeubles, hein, qui se suivent, et il y a l'échelle de secours, là, les escaliers de secours en fer, qui font un bruit pas possible de l'autre côté, et on est un petit peu sur ce couloir en extérieur, en fait, qui longe toutes les maisons, en train de se battre, hein, et c'est éclairé. Alors peut-être mon avantage pourrait être d'essayer de casser l'éclairage pour pas qu'on voit. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire c'est changer la donne. Je vais essayer de changer la donne. Pourquoi? Changer la donne, ça permet de créer des traits dans la scène. Et je vais essayer de casser les lumières pour me donner un avantage. Parce que moi, dans le noir, je m'en fiche. Je suis déjà aveugle. Par contre, mes adversaires dans le noir, ça peut les désavantager.
Lorsque vous utilisez vos capacités pour donner l'avantage à vos alliés et à vous-même, lancez 2d6 plus puissance. Pardon. Le jeu de rôle solo, ça fatigue. Sur une réussite, vous obtenez un nombre de points de punch équivalent à votre score de puissance. Dépensez ces points de punch pour bénéficier des effets suivants. Ok, donc 2d6 plus puissance. Là, je vais utiliser pour casser la lumière. Du coup. Perfect Shot Range Targeting. Oui, parfait. En gros, je vais utiliser mon... vous savez, j'ai mes petits bâtons de Daredevil, là. Les petites matraques de Daredevil, je vais en envoyer une pour casser la lumière, en fait, au-dessus de nous. Donc, Perfect Short Range Targeting, ça rentre. Sense, je pense pas. Faut vraiment que je le réserve au moment où j'essaie de sentir certaines choses très précises. Tout ça, non. Tout ça, non. Arsma, je crois que j'ai juste ça, j'ai juste plus 1. Donc 2d6 plus 1. Ah, ça peut vite mal tourner, hein. Ça peut vite être le... Allez, c'est parti. Ouch, j'ai vu le 1, j'ai eu peur. Bon, si c'est 1, 7 plus 1, 8 du coup. J'ai 1 de puissance. Donc... vous obtenez un nombre de points de punch équivalent à votre score de puissance. Donc, comme j'ai fait 8 avec 1 de puissance, j'ai 1 point de punch à dépenser. Créer un trait d'intrigue, dépenser un trait d'atout ou d'intrigue, infliger ou réduire un statut. Donc, je vais créer un trait d'intrigue, cependant, il va pas être continu, il va me servir qu'une seule fois. Parce qu'un trait d'intrigue qui est juste créé, je ne peux pas, il va servir qu'une fois en fait. Par contre, si je peux le prolonger, en fait, là, il va durer toute la scène. Ça veut dire que là, s'il est utilisé une fois, on va dire, par exemple, narrativement, que le combat va se déplacer et qu'on va être sous une autre lumière, en fait. Donc, du coup, celle que j'ai cassée ne sert plus à rien. Mais pour l'instant, je vais créer la carte de suivi. Je vais créer, du coup, un trait d'intrigue qui va être dans le noir. Voilà. Dans le noir. A1, du coup. Hop, voilà. On est dans le noir, on se bat dans le noir, A1. Très bien. J'ai toujours la main, du coup, j'ai pas fait d'échec, donc je pense que je vais pouvoir essayer de me battre tout de suite. Je vais donc attaquer la première personne. Je compte pas vraiment tous ces assommer et partir, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, et qui vont certainement me tomber dessus derrière, en passant par l'appartement. Donc je vais essayer de faire quand même assez vite. Je vais aller au contact, du coup. Parce que je ne suis pas en avantage, donc je vais pas encore tout donner. J'ai pas le champ libre. Je vais prendre l'ascendant sur quelqu'un ou quelque chose, un conflit. Ok, mon objectif, ça va être tout simplement d'assommer la personne en face de moi. Le premier, celui au point américain. Et après, je m'occuperai de la personne au flingue. Qui est un peu plus loin. Allez, 2-6 plus puissance. Ma puissance, là tu l'en as. Hop. Ça, oui, ça va plus vite quand on connaît son perso. Je peux lui envoyer aussi ma deuxième matraque. Donc ça me donnerait plus 1. Arts martiaux, plus 2. Et le trait dans le noir, plus 3. Heureusement, hein, parce que 4 et 1, ça fait 5, et 3, ça fait 8. Sur un 7-9, choisissez une option suivante. Ok. Donc, j'ai accompli mon objectif, comme vous en parlez de ce que la personne tient en main. Non, vous prenez l'ascendant sur votre adversaire, infligez-lui un statut dans le rang équivalent à votre puissance. Ah, je pense, infliger un statut de rang 3, ça veut dire, avec ça. Vous bloquez, vous esquivez, vous parez ses efforts. Si vous ne choisissez pas ces options de votre adversaire, on inflige un statut. Voilà. En gros, là j'ai le choix. Soit je prends quelque chose, ou je m'empare d'un objet important, soit je lui inflige un statut, donc potentiellement, en gros, je lui mets des dégâts, tout simplement, soit je choisis de bloquer, d'esquiver ses coups. Si je ne choisis pas d'esquiver et de bloquer, c'est-à-dire que de base, je prends des coups. Et comme mon but, c'est quand même de lui infliger des dégâts, ça veut dire que je vais choisir de lui faire des dégâts, mais en contrepartie, je prends des coups. Là c'est bien d'en avoir deux des choix, parce qu'avec deux choix, vous pouvez faire des dégâts, entre guillemets, infliger un statut, donc, et en plus, bloquer et parer les coups. Vous voyez un petit peu comment ça marche? Donc, je vais choisir de lui infliger un statut. Donc, je vais lui infliger un statut tabassé à 3, parce que j'ai 3 points de puissance, donc j'inflige un statut de rang 3. Donc, tabassé à 3. Et il se trouve que les petites frappes ont une endurance de statut, on va dire, on va appeler ça comme ça, à 2, il me semble. Je vais le vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est à 2. Ils peuvent encaisser blessure à 2, je crois. L'étiquette de blessure à 2. Donc avec 2 points de puissance, ça suffirait à le mettre hors d'état, on va dire. Blessé ou maîtrisé à 2, c'est ça. Très bien. Donc voilà, je vais infliger un statut à 3, donc c'est largement suffisant
pour suffisamment blesser cette petite frappe pour l'assommer, mais il va m'infliger, lui, blesser 1, parce qu'il va aussi me frapper au point américain. Et blesser 1, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai -1 sur mes G. Blessé. Hop, blessé à 1. Voilà. J'envoie ma première matraque sur la lumière pour l'éclater. Donc je profite du noir ensuite pour fondre sur la première personne. Je lui envoie ma deuxième matraque. Elle lui tombe dessus, je la rattrape et bang, bang, coup de poing à la tête, coup de poing au ventre, coup de matraque dans le ventre pour lui couper la respiration et dernier coup de coude dans la tête. Il part en arrière, il s'écrase dans la cage d'escalier, ça fait un bruit pas possible, là, vous savez, il y a tout qui se met à trembler, mais il est hors d'état pour cette scène. C'est à ce moment-là que du coup je vais faire une manœuvre forte de MJ parce que la petite frappe a cette capacité. Le MC peut effectuer une manœuvre majeure pour une intervention. Donc là, je vais intervenir dans la scène, et je vais compliquer la vie, parce qu'on adore se compliquer la vie quand on joue en solo, avec du coup, la personne va, au-dessus, il va tirer. Donc elle va me tirer dessus, je vais donc affronter le danger. J'ai affronté la première personne, j'ai mis hors d'état, mais la deuxième est au-dessus, elle me tire dessus. Ça, voilà, j'entends les bruits des balles, j'entends la douille venir dans l'intérieur du pistolet. C'est de me protéger, et je vais affronter le danger. Lorsque vous utilisez vos capacités pour éviter un coup, encaisser une blessure, résister à une influence délétère, le MC vous donnera un statut. Alors, si je ne l'esquive pas, je prendrai du coup une blessure à 1 encore. D'accord? C'est la capacité des petites frappes. Elles ont dans leur fiche de PNJ qu'en gros, elles infligent blessé 1, en fait, quand elles frappent. Donc je serai à nouveau blessé 1. Et comme je suis déjà blessé 1, ça veut dire que je prends un rang supplémentaire. Je serai blessé 2, du coup. Alors, affronter le danger. Qu'est-ce que j'ai pour affronter le danger? Alors là, je pense que le sense, ça peut me servir. Là, pour le coup, je peux m'auto-accepter le sense parce que je sens le coup de feu arriver. Tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert... Ah si, Murdoch, le West Get Up. Un Murdoch se relève toujours. Ça peut me servir aussi. Est-ce que l'Outstanding Agility, ça me sert? Ça, c'est pas trop abusé. Enfin, en même temps, c'est vrai que le Daredevil, il est très très fort pour esquiver et encaisser, en fait. Donc ça me choque pas que le perso, là, soit fort pour esquiver. Autant l'agilité me sert pas en attaque, autant qu'elle puisse me servir à esquiver, je trouverais ça ok. Vous voyez que même en solo, on essaye de pas trop se cheater des personnages, quoi. Donc 2d6 plus 3, du coup. Oula, génial. 6c3, 9, plus 3, 12. Alors là, si j'avais un peu plus d'expérience, je pourrais faire exploser la manœuvre. Sur un 12+. Sur un 10+, vous évitez l'effet, ne subissez pas le statut, donc j'évite la balle. Le coup de feu part, je me mets en très bonne position, donc voilà, je commence à utiliser mon agilité pour sauter sur la cage d'escalier, m'accrocher, remonter, voilà, me hisser, monter vers lui, et je vais même considérer que du coup, grâce à ce très très bon jet, je vais être en excellente position parce qu'il me tire dessus avec son arme, il vide son chargeur de son, on va dire que c'est un pistolet qui a pas beaucoup de balles dedans, peut-être un espèce de 10 coups, quoi. Puis il arrive pas à me toucher, je monte, ça rebondit sur l'escalier, et l'escalier en fer, et je me remets à sa hauteur, je vais tout donner. J'ai le champ libre pour frapper, du coup, sans me retenir. Je vais lancer 2d6 plus puissance. En cas de réussite, je vais infliger à la cible un statut approprié. On rappelle que du coup, quand je me... Alors là, je vais pas... Short range targeting. Si, parce que finalement, c'est du short range targeting. Là, de le frapper à petite distance. Plus martial art. Donc plus 2. 2d6 plus 2. Vous voyez, quand on commence à avoir la pub de la fiche, ça va plus vite. 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc, tout donné. Sur un 7-9, j'en choisis un. Alors, non déjà, en cas de réussite, infligez à la cible le statut approprié de votre choix. Donc j'ai plus 2. Ah non, excusez-moi. Non. Et non. J'ai -1, parce que je suis blessé. Donc j'ai fait 4 et 3, 7, plus 1, 8. Bon, ça change rien, hein. Mais j'ai plus que 1 de puissance, en fait. Mais voilà, c'est important d'y penser. C'est là que c'était important d'avoir de la puissance, parce que là, vous voyez, vu que j'ai une puissance de 1 à cause de ma blessure, j'inflige qu'un statut à 1.
Sauf que sauf qu'il il peut encaisser un statut à 2. Donc si j'avais pas été blessé, j'aurais pu lui infliger un statut à 2. Là, par exemple, j'aurais pu essayer peut-être de changer la donne pour avoir un avantage, avoir un trait supplémentaire, avoir peut-être plus 2, plus 3 pour lancer mon jet. Et voilà. Vous voyez un peu le principe, comment on essaye d'optimiser, enfin, dans la narration, d'avoir une plus de chances de réussir. Donc je vais lui infliger un statut de 1, et qu'est-ce que je peux faire? Vous mettez à couvert, si je le fais pas, je prends une blessure. Je peux augmenter d'un rang les dégâts que je lui fais. Ça peut être sympa, comme ça je mets fond au combat tout de suite, même si je prends une blessure. C'est ça, je vais faire ça. Donc voilà, je vais grimper, arriver auprès de lui, la vider son arme. Donc évidemment, quand j'arrive près de lui, son arme ne lui sert pas, donc il me l'envoie à la figure. Comme j'étais en train j'avais les deux mains pour me projeter, j'ai pas le temps d'esquiver l'arme, je me la prends en pleine figure dans la bouche, je commence à saigner de la bouche, mais ça m'empêchera pas du coup de lui tomber dessus, et de lui mettre un énorme punch, de le bloquer contre le mur, bang, et de lui mettre un deuxième coup, pour l'assommer, pour le frapper et le mettre un peu hors d'état. Je vais prendre du coup une blessure à 1 supplémentaire, donc j'avance de une case, voilà. Donc maintenant j'ai blessure à 2. Donc voilà, déjà 2 petites frappes, et mine de rien, c'est déjà pas mal. Hein. J'écoute maintenant ce qui sort, j'entends qu'ils sont en train de fouiller l'appartement, peut-être pour me chercher. Je prends le type que je viens de tabasser, qui semble un petit peu comme ça, quoi. Je le monte sur le toit, je le plaque, vous savez, contre l'espèce de porte, l'espèce de caisson de bunker. On a l'impression qu'il y a toujours en haut des bâtiments américains avec la porte pour monter sur le toit. Je le plaque là, et je suis attentif pour voir si jamais les autres montent, mais je vais l'interroger. Et je vais lui demander où se trouve Pietro. Où je pourrais trouver Pietro. C'est Pietro qui l'envoie, où est-ce qu'il se trouve. Ça va demander un jet de enquêter. Sachant que les petites frappes, elles ont donné quelque chose de valeur pour sauver sa peau. Donc ça veut dire que il y a le statut dans la scène, maintenant le statut je t'écoute à 2. D'accord? C'est prévu par la règle du PNJ. Je t'écoute. Parce que dans la fiche du PNJ, il y a écrit, voilà, pour sauver sa peau, il est prêt à parler, donc ça rajoute le statut je t'écoute au rang 2. Ça veut dire que là, pour le faire parler, j'ai plus 2. Grâce à la carte de suivi, je t'écoute. Et voilà. Donc je saigne un petit peu, etc. Alors, je vais faire cette scène où je vais l'interroger, après j'arrêterai là pour aujourd'hui. Peut-être que après je ferai du montage et vous me verrez juste changer de t-shirt, si j'ai envie de continuer demain. Qu'est-ce que je vais faire? Fear is the weapon, c'est sûr que je vais l'activer. Là je vais y aller en mode la peur, mec, la peur, très clairement. Donc, je vais essayer de lui faire peur, impressionné par la peur. Et toujours Sense is the finest detail. Sense the finest detail. Faudrait que je vois exactement comment ça marche, mais pour moi, Sense the finest detail, c'est vraiment pour tout ce qui est interrogatoire, en fait. Savoir si on ment, etc. Donc je pense dans tout ce qui est interrogatoire, c'est un peu une compétence enquête, quoi. Donc je pense que moi, vraiment, c'est un truc que je verrais bien activer dans ce genre de choses. Donc plus 2, c'est ça? Plus 2, moins 2 parce que je suis blessé, plus 2, donc ça fait un plus 2 total. Ça s'annule en fait. 2 et 2, ça s'annule. Vous savez, je l'attrape et je le mets de l'autre côté du toit, ces toits plats là, américains, et je suis presque à tomber, je le tiens là par le col. Dis-moi qui t'a engagé, juste comme ça, voilà, je vais lui dire. Allez, hop. Donc 2d6 plus 2 du coup, parce que ma blessure et mon avantage s'annulent. 4 et 1, 5 et 2, 7. Ouh, des fois c'est chaud hein, quand même ce jeu. Donc, j'ai un nombre d'indices, donc j'ai 2 indices parce que j'ai 2 de puissance. Où est Pietro? Dis-moi où est-il? Je vois qu'il commence à... Non, s'il vous plaît, ne faites pas mal, j'étais engagé, il se trouvait, au-dessus, bon, je vais pas dire la pizzeria, ça fait un peu trop, voilà quoi, mais, où est-ce qu'il pourrait être, tiens? Allez hop, je vais tirer ça au pif, au sort, avec un oracle. Dis-moi l'oracle. Où est-ce qu'il peut être Pietro? Fauconnier, un faucon, un truc de moto. Vous savez, là où il y a les aigles, les faucons, les pigargues sur les sites. Mastrachi Mortor, c'est là que on devait le retrouver, si jamais il y avait quelque chose qui se passait ce soir. Et là, deuxième question que je vais lui poser.
À quoi il ressemble, Pietro? Décris-le-moi. Et là, il va me décrire la personne qui a agressé Samuel Aman. Donc la personne qui menaçait Maria et qui a soi-disant tué Samuel Aman, c'est Pietro qui se cache à Maestracci Motors. Victime. Tué, pour interrogation, par Pietro. J'entends que ses collègues arrivent. Ils sont en train de monter l'escalier. Fondu. La caméra monte les escaliers avec les autres petites frappes qui remontent, arme à la main. Et quand ils arrivent sur le toit, la caméra fait un dézoom. On voit le toit dans toute sa grandeur. On voit le type que j'ai assommé contre la rambarde du toit, qui respire bruyamment. Mais moi, je ne suis plus là. Déjà. Et c'est la fin de l'épisode. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire un peu de montage pour que ce soit un peu dynamique, histoire de le réduire à un peu moins d'1 heure peut-être, ça pourrait être rigolo. Mais en tout cas, moi je me suis bien amusé. Je pense que je vais continuer, voir où ça nous mène un peu tout ça. Bon, j'ai l'impression que, vous savez que dans, vous savez ou pas, que dans City of Mist, on a normalement un trait qui est un trait un peu général, générique, un trait qu'on va utiliser plus que les autres, entre guillemets, qu'on peut utiliser dans plus de situations. Je pense que mon trait générique, ce serait Sans the Finesse Details. Il est tout à fait normal que dans City of Mist, surtout si on prend un pré-tiré, au début, on ne sait pas exactement ce que veut dire un trait, mais il devient ce qu'on utilise la première fois, en fait, on va dire. Et je pense que, de tous mes traits, c'est celui-là que je mettrais comme mon trait un peu général, on n'en a qu'un seul, de trait général, parce que je l'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est très Daredevil de, des fois entendre les mecs qui arrivent, entendre l'éclair pour ne pas se faire surprendre, et savoir quand on lui ment. Donc pour moi, c'est un peu ce trait-là qui est son trait général, que je vais un peu plus utiliser que les autres en plus de situations, et les autres, faire l'effort de les mettre dans une situation très précise pour pas en abuser, en fait. Un petit truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de me patcher, quoi, avant d'aller enquêter en pleine nuit, parce que là, on est vraiment vers 2h du matin, quoi. Je vais essayer de me soigner rapidement. Avant d'y aller, je vais, voilà, me faire ce qu'il faut pour soigner ces vilaines coupures que j'ai pris. Je vais essayer donc de changer la donne, hein, pour faire ça. Mon dernier petit jet de la soirée, je vais essayer de changer la donne pour me soigner. Je vais lancer les dés, mais j'ai pas encore compté mes tags. Mes tags, j'aurai un Murdoch se relève toujours. Et méditation soignante, en fait, qui permet de se régénérer. Donc plus 2. Plus 2, moins 2, du coup. Parce que je suis blessé. Donc ça fait... Oh, si c'est à 10. Joli ça. Donc ma puissance et ma carte de suivi s'annule. Alors, j'ai autant de points de punch que j'ai de puissance. Ben, j'ai 0 puissance, parce que j'ai plus 2, moins 2. Mais, on a toujours un point de punch, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc je vais réduire un statut. Je vais réduire mon statut blessé à 1. Ce qui est déjà pas mal, hein. Un statut à 1. Ce qui est déjà pas mal, hein. D'où l'importance de, je pense, assez souvent essayer de changer la donne pour se donner un vrai avantage dans le combat, en fait. Si on... Voilà les amis, ben merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette mécanique et cette façon de jouer vous aura plu. Même si j'étais très très didactique, hein, donc il y a beaucoup de cette vidéo, c'est du didactique, je pense que vous en êtes rendu compte, mais en même temps c'est parce que je connais pas le système, je connais pas le personnage, maintenant beaucoup mieux, et en même temps comme je me filme, il vaut mieux que j'explique ce que je fais, sinon ça n'a pas, voilà, c'est dur peut-être pour vous de suivre, mais si je refilme d'autres séances, je pense que j'irai beaucoup plus vite, parce que maintenant je connais les manœuvres, et c'est là l'intérêt du jeu de rôle solo, vous vous en rendez compte? Là maintenant, je me sens capable de lancer une partie de City of Mist, même avec, juste en ayant joué 1 heure, je me sens capable de lancer une partie de City of Mist, c'est ça l'intérêt du solo aussi, ou de se faire plaisir, c'est d'apprendre à jouer à un jeu, avant de le proposer. Voilà. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos solo pour un peu mieux comprendre comment j'ai fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, etc., à partager. Vous connaissez le principe. À ciao tout le monde. À bientôt.